Donc bonjour, alors bienvenue dans cet atelier où on va parler de rénovation de copropriété, rénovation énergétique. L'objectif de cet atelier, c'est pas tellement de parler vraiment, rentrer dans le fond de la technique de qu'est-ce qu'une rénovation de copropriété, parce que je pense qu'ici, tout le monde connaît ce qu'on fait en termes de rénovation énergétique en site occupé. Par contre, là où c'est beaucoup plus compliqué, en copropriété notamment, c'est comment on arrive à déclencher des travaux de rénovation énergétique. Et donc, moi, je suis Joséphine Ledoux. J'ai un bureau d'études qui s'appelle Bureau d'études thermiques et fluides qui s'appelle Enera Conseil. On est présent en Île-de-France, à Besançon, à Toulouse et à Nice. Et je suis accompagnée de Alexandre Forestier, qui est un syndic de copropriété sur Nice et voilà, qui est là aussi pour faire le retour d'expérience sur des travaux qu'il a pu réaliser avec des copropriétés. Tu veux dire un mot? Oui, je remercie Energy Meeting d'avoir accepté la parole des syndics professionnels en matière technique. On est souvent d'ailleurs assez peu représenté dans notre profession sur ce type d'organisation et on le regrette malheureusement, mais donc tant mieux et je remercie l'organisation de nous donner la parole. Donc effectivement, je suis Alexandre Forestier, je suis syndic depuis une trentaine d'années. Il y a environ 2 ans, j'ai souhaité faire une spécialisation technique avec un master à l'ESTP et passer une accréditation internationale pour mieux accompagner nos copropriétés. On regrette dans la profession que les gestionnaires d'immeubles soient finalement peu formés sur les transitions énergétiques des copropriétés malgré l'intensification et la densification des réglementations. Le métier de syndic est la partie des métiers de la profession immobilière qui est la plus galvaudée. Nous sommes un petit peu les parents pauvres des services immobiliers. Vous savez tous un petit peu l'image de marque que l'on vit dans notre société en tant que syndic professionnel. Et pourtant, plus de 95% des immeubles en copropriété sont administrés par des syndics professionnels. C'est vous dire le rôle fondamental que l'on peut avoir en matière de travaux et d'accompagnement en copropriété. Et c'est la raison pour laquelle, avec cette formation complémentaire, parce que j'estime qu'aujourd'hui, on n'est pas que des vendeurs, des commerciaux ou des gestionnaires du quotidien, si on veut redorer notre blason professionnel, la marche est encore longue. Je pense que la transition énergétique est un gisement énorme pour faire changer l'image de marque des professionnels de l'immobilier et en particulier les syndics. Voilà, donc je me suis investi maintenant depuis 3-4 ans davantage sur les problématiques énergétiques. Alors c'est vrai qu'au-delà de la gestion du quotidien qui nous prend beaucoup de temps entre les assemblées générales, la gestion des problèmes quotidiens, les dégâts des eaux et autres, je consacre beaucoup de mon temps à accompagner les copropriétés avec les bureaux d'études pour faciliter cette transition énergétique. Aujourd'hui, je gère un parc à titre personnel d'environ 3000 lots et tous mes immeubles ont tous été construits globalement après la guerre, années 49-50. Donc elles sont toutes des passoires énergétiques, largement plus que 120 kW d'énergie primaire par mètre carré par an de consommation. Tous les audits énergétiques qui ont été faits, c'est vrai, dans la région azuréenne, faire passer des audits énergétiques en 2014 avec la loi sur la transition énergétique a été un petit peu compliqué. On y est quand même arrivé. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'immeubles qui ne l'ont pas fait, donc tant mieux. Maintenant, avec ces audits énergétiques, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas qu'un cumul de chiffres et de données techniques. Il faut aussi pouvoir les accompagner, les expliquer aux copropriétaires. Et à travers cette pédagogie, le partenariat syndic et bureau d'études doit pouvoir permettre aux copropriétés de franchir ce cap. Voilà. Alors, on m'a expliqué que c'était un atelier d'échange, donc n'hésitez pas à poser des questions dès le début. On n'est pas obligé d'attendre la fin, nous on va avancer, mais on s'adaptera au fur et à mesure des questions que vous pouvez avoir ou des remarques. Il s'agit ici vraiment d'avoir un atelier d'échange et de faire participer tout le monde avec le retour d'expérience que vous pouvez avoir vous. Et pour qu'on se connaisse peut-être un petit peu, j'aimerais bien que vous leviez la main pour qu'on sache qui vous êtes. Alors, y a-t-il des bureaux d'études dans l'Assemblée? D'accord. Oui, quelques-uns aussi là. Y a-t-il des exploitants dans l'Assemblée? Y a-t-il des entreprises de construction, travaux?
très bien. Y a-t-il des institutionnels? Et y a-t-il enfin des industriels? Ok, très bien. Je ne sais pas si j'ai oublié une typologie. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc vous êtes un panache à peu près équilibré sur ces différents points. Et y a-t-il des confrères syndics? Et des syndics, oui, bien sûr. Bravo. Voilà. 3, 4, 5. Ouais, ouais. Super, bienvenue au syndic. Donc vers un contexte favorable. Moi, quand j'ai commencé à faire ce métier il y a maintenant 12 ans, bon, on commence à parler d'énergie un peu dans les bâtiments publics. En 2010, l'ADEME avait proposé de subventionner à hauteur de 70% les audits énergétiques des copropriétés qui souhaitaient être un petit peu en avance. Moi, à l'époque, j'ai eu très peu de copropriétés qui ont bien voulu se lancer là-dedans, malgré le fait que ça leur coûtait quasiment rien. On va illustrer l'ensemble de notre présentation avec un exemple d'une copropriété, qui est une copropriété à Nice, qui a fait ce pas-là, mais vous verrez que même en ayant fait ce pas-là, ça a été assez compliqué pour les amener à faire des travaux. On vous expliquera un peu comment ça s'est passé. Néanmoins, on va vers un contexte favorable puisque on a des bâtiments qui sont vieillissants. Comme le disait Alexandre tout à l'heure, la plupart, il y a eu énormément de construction de bâtiments après la guerre, donc des bâtiments qui datent des années 50 jusqu'à 70 et qui malheureusement ont très peu été entretenus ces dernières années et donc qui aujourd'hui, maintenant qu'ils ont 60-70 ans, nécessitent des travaux importants de rénovation, que ce soit sur les aspects bâtis ou sur les aspects réseau, installation fluide. Et donc, c'est une opportunité pour associer à ces travaux-là, qui doivent être faits de toute manière, des travaux d'amélioration énergétique. Une prise de conscience écologique, c'est pareil. Il y a quelques années de ça, moi, quand je venais en assemblée générale, on me disait surtout ne parle pas d'écologie parce que tu vas faire fuir tout le monde. Je sens que les choses sont en train de changer. C'est un argument qui aujourd'hui a de la valeur de dire soit les économies d'énergie, les temps de retour sont longs, mais il faut faire quelque chose parce qu'on va vers la catastrophe si on ne fait rien. Ce n'est pas encore l'argument principal, mais c'est un argument qui commence à faire bouger. Alors, je vous ai mis l'augmentation du prix des énergies avec un point d'interrogation. On en parle depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on dit oui, mais faites des travaux parce que vous verrez dans les années à venir, le prix du gaz, le prix de l'électricité va augmenter. Ce n'est pas vraiment le cas pour l'instant. On sait bien que ça va le devenir. La question, c'est quand. On est en France très aidé sur le prix de l'énergie, contrairement à d'autres pays européens, avec en France un prix de l'électricité notamment, mais du gaz aussi relativement bas. Est-ce que cela va-t-il continuer avec les taxes carbone? On ne peut pas vraiment le prévenir, mais on peut quand même penser qu'on va globalement vers une augmentation du prix des énergies. Et puis une réglementation qui va se durcir. Je vous ai aussi mis un point d'interrogation parce que théoriquement oui, il y a déjà des réglementations qui existent mais qui ne sont pas réellement suivies. Moi, à chaque fois que je vais en assemblée de copropriétaires, c'est systématiquement oui, mais qu'est-ce qu'on craint si on ne le fait pas? Je pense que tu as un retour d'expérience là-dessus important aussi. Depuis maintenant 2-3 ans, depuis la loi sur la transition énergétique, on a eu des amendements. J'entendais ce matin Maître Pelletier rappeler la feuille de route sur la transition énergétique en rappelant 2 mots principaux. Le premier, la confiance, et le deuxième, le carbone. Écoutez, nous, sur le terrain, la confiance en matière de copropriété, elle est de plus en plus difficile à acquérir vis-à-vis de nos clients copropriétaires. Tout le monde est un petit peu au courant de tout en global et en fait sans vraiment en connaître les contours précis. Les copropriétaires sont informés à travers des associations, à travers des organisations de travail, à travers des cellules info-énergie. Donc nous, en tant que syndic, c'est vrai qu'on se doit d'être extrêmement performant, extrêmement pointilleux et investi pour faire passer le message. Alors la réglementation en copropriété, elle est effectivement de plus en plus dense. Malheureusement, le législateur ouvre à chaque fois des portes pour donner une alternative de refus.
puisque le monde de la copropriété, c'est le monde de la procrastination. C'est-à-dire qu'en fait, on remet toujours au lendemain les décisions qui peuvent attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Alors c'est vrai, cette réglementation, quand on la regarde de façon objective, elle a l'air d'être contraignante. En fait, sur le terrain, en matière de copropriété, qui est un domaine particulier de mode décisionnel, hein, je rappelle d'ailleurs qu'en France, nous sommes environ 14 millions de copropriétaires. Hein, nous vivons sous le statut de la copropriété et le régime juridique de la copropriété croît à raison de 3% par an. C'est-à-dire que c'est le régime juridique qui a le développement le plus dynamique en France à travers les ASL, les AFUL, etc. Donc c'est une prise de conscience quand même qu'il faut avoir à l'esprit parce qu'on va de plus en plus tomber dans l'égide de fonctionnement de la copropriété. Alors sa réglementation, elle se durcit, mais le mode décisionnel d'Assemblée Générale ouvre toujours des portes pour refuser. Et en fait, certes, on a des réglementations contraignantes, mais il n'y a pas de sanctions. On le voit sur des exemples très clairs. Le dernier à l'esprit, c'est l'individualisation des frais de chauffage. Le mode de décision, bien qu'il se soit durci ces derniers temps par des obligations pour des immeubles qui consomment plus de 120 kW, on le sait, eh bien, c'est systématiquement des refus, même avec le risque de l'amende administrative de 1 500 € par lot, par logement. Voilà, donc il va falloir quand même qu'on arrive à faire passer le message. Et je reviens donc sur l'accompagnement qu'on peut avoir ensemble. Voilà, donc réglementation, oui, mais attention, on a quand même des exceptions ou des failles qui font que les copropriétaires cherchent toujours la faille pour ne pas décider et reporter au lendemain. Donc voilà, ça montre bien que quand on va mettre en place une stratégie pour lancer des travaux, l'argument réglementaire ne sera pas celui qu'il faudra mettre en avant, et même s'il y a une obligation, choisir l'aspect réglementaire pour contraindre, c'est pas là-dessus que ça va fonctionner. Ce qui va fonctionner, c'est l'implication de tous les acteurs sur une stratégie bien spécifique qui va aller identifier les besoins et amener à donner envie de faire. On verra par la suite les différents points qu'on vous propose de suivre, qui par notre expérience, disons, ont donné certains résultats intéressants. Mais avant toute chose, il faut que l'ensemble des acteurs soient impliqués. Et les syndics doivent, je pense, ont une vraie carte à jouer, comme tu le disais tout à l'heure, pour s'approprier ce sujet et être un des acteurs phares de la rénovation énergétique. Avec l'audit énergétique obligatoire, cette implication et cette responsabilité a été beaucoup donnée au bureau d'études thermiques en disant faites un audit énergétique, calculez des économies d'énergie et des temps de retour, et grâce à ça, vous ferez faire des travaux d'économie d'énergie. Le problème, c'est que pour ceux qui sont passés par les audits énergétiques, les temps de retour, ils sont de 20 ans globalement. Donc cet argument, il n'est pas bon non plus. Donc ce n'est pas via l'audit énergétique ou via le bureau d'études tout seul qu'on va déclencher des travaux. C'est largement insuffisant. C'est une des pierres qu'il faut prendre en compte, mais ce n'est vraiment pas la seule. On a la chance de plus en plus d'avoir des animateurs, des associations, des institutionnels, des agences locales de l'énergie. À Paris, c'est l'APC, qui ont un vrai poids. Et nous qui avons plusieurs agences réparties en France, on voit bien le poids que peuvent avoir ces associations quand elles sont structurées. L'APC à Paris a développé une campagne de communication qui a eu, à mon avis, vraiment beaucoup d'effets. En région Côte d'Azur, malheureusement, ils ont beaucoup moins de moyens et nous, automatiquement, on le ressent aussi. Et les entreprises de rénovation de maintenance, on verra par la suite qu'elles ont également un impact, une responsabilité, parce que faire des travaux, c'est bien, les réceptionner, c'est super, mais après, il faut que ça perdure dans le temps et il faut que l'ensemble des copropriétaires soient satisfaits pendant les travaux, mais aussi sur les années à suivre. On fait des travaux, ça dure 2-3 ans, mais c'est pour après 50 années de vie dans ces bâtiments rénovés. Donc ce n'est pas à négliger et on a absolument besoin des entreprises
pour clore ce gros challenge qui est la rénovation énergétique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'association ICO, qui est une association de bureaux d'études. Et on a monté un groupe de travail au sein de cette association, qui est le groupe de travail GT Rénovation, et avec des bureaux d'études confrères qui on fait beaucoup de travaux en copropriété. Et on s'est dit, mais quelles seraient les 10 règles de bon sens pour arriver à pouvoir faire mettre en place une stratégie de rénovation énergétique. Donc là, vous voyez, il y a 10 règles de bon sens. On va les passer les unes après les autres et vous expliquer ce qu'on entend par là et s'appuyer systématiquement après sur le cas d'école qu'on vous présente sur la copropriété de Nice. Donc la première chose, c'est donner envie de faire, donner envie de faire des travaux. On a vu que la contrainte réglementaire, ça ne marchait pas. Donc il faut que ça vienne des copropriétaires. Pour donner envie, la première chose à faire, c'est déjà de se poser la question, quels sont les besoins de la copropriété? Est-ce que la copropriété est en état d'écouter une proposition de travaux? Est-ce qu'elle n'a pas trop de problématiques à côté, de gérance financière, d'insécurité, qui fait que leur parler de millions d'euros de travaux ou même de quelques centaines de milliers de travaux, c'est juste pas entendable pour elles. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et rentrer dans un processus de rénovation énergétique, c'est tellement lourd pour tous les acteurs que ce n'est pas la peine de s'engager là-dedans si la copropriété n'est pas prête. Donc là, il y a un vrai travail déjà pour identifier si la copropriété est prête à entendre ça. Si elle l'est, il faut instaurer un climat de confiance. Donc il ne s'agit pas d'arriver et d'imposer quoi que ce soit, il s'agit vraiment de mettre en place un moyen de travail pour qu'il y ait un dialogue, une discussion avec les copropriétaires. Donc d'abord le conseil syndical en général, donc il faut identifier les personnes qui sont motivées. Et après un travail de collaboration pour faire émerger des travaux potentiels. Et alors, j'ai indiqué aider les copropriétaires à formuler leurs besoins et la réponse à leurs besoins. Quand on connaît un petit peu les mécanismes de psychologie et de communication, on arrive beaucoup plus à faire accepter des prises de décision quand ça vient des copropriétaires eux-mêmes. On le voit d'expérience lorsqu'il a fallu adresser les fiches d'identification des besoins lors de l'audit énergétique. Vous savez que pour que le bureau d'études puisse réaliser complètement son bureau d'études et pour qu'on ait un retour suffisamment fiable des problématiques appartement par appartement, il a été estimé qu'il fallait au moins 70% de retour des fiches d'identification par appartement. On s'aperçoit finalement que ces retours des fiches pour la plupart des immeubles, du moins pour les copropriétés que j'ai pu administrer et qui ont basculé dans la transition énergétique en faisant les audits, globalement, si j'arrivais à 40% de retour de fiches, c'est un grand maximum. Donc finalement, même ces audits énergétiques qui ont abouti, ils ont été faits sur un reporting des fiches de copropriétaires individuels ou des occupants qui n'est pas suffisamment complet. Donc déjà, c'était difficile d'avoir un retour, on va dire, acceptable des copropriétaires. Donc peu de participation, donc peu de motivation. Pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, Joséphine, effectivement, pour lancer une copropriété dans une rénovation énergétique, alors une rénovation énergétique, ce n'est pas nécessairement des travaux avec plusieurs millions d'euros. Hein. Ça peut être un simple équilibrage, ça peut être l'isolation des canalisations, ça peut être le changement d'une pompe de circulation, ça peut être une rénovation d'eau chaude, ce n'est pas nécessairement des gros travaux. Il est clair que le contexte de la copropriété doit être apaisé. Malheureusement, le monde de la copropriété ne l'est pas. Du moins, en 30 ans de métier, j'ai rarement vu un monde apaisé de copropriété. C'est ça aussi peut-être qui crée la dynamique des gestionnaires de copropriété et peut-être un sacerdoce que nous menons tous les jours. Mais effectivement, comme c'est le cas aujourd'hui, malheureusement, il y a plus de 100 000 copropriétés en France qui sont en situation de surendettement. Vous imaginez, si copropriétés en surendettement, vous n'allez pas les embarquer dans les travaux énergétiques, même avec le panel d'aide qu'on peut avoir aujourd'hui. Toujours très difficile à mener, elles existent sur le papier, la mise en œuvre, c'est un autre discours, du moins ce que l'on vit en copropriété. En tout état de cause, il faut déjà apaiser les parties conflictuelles, c'est-à-dire
la gestion des comptes, une comptabilité irréprochable. Déjà, si on a une comptabilité irréprochable, globalement, on peut passer à un autre cap. Là, en l'occurrence, l'exposé qu'on va vous faire tout à l'heure, pour l'exemple de Terrasse Baie des Anges, après un de mes confrères où la situation est un petit peu délicate, il était impossible de passer à un discours de transition énergétique avec des problèmes comptables, 25 ou 30% d'impayés dans la résidence, des problèmes de licenciement de gardiens. Voilà, le propriétaire n'a pas un esprit apaisé pour écouter un autre discours. Donc, toutes ces étapes franchies, déjà 1 an et demi de travail, ont permis ensemble de pouvoir basculer dans un autre discours. Et aujourd'hui, l'écoute des copropriétaires a complètement changé. Donc c'est vrai que c'est du temps. On le sait que notre rémunération, globalement, sur les ratios de cabinets de syndic sont assez faibles. Même si on est à 150 ou 200 euros du lot, je rentre dans le détail, mais c'est quand même important. On est à peu près à 3,50 € du lot annuel par copropriétaire par mètre carré. Donc vous voyez le travail du syndic sur du quotidien qui donne en plus de son temps pour accompagner les immeubles en copropriété. Quand on ramène au coût du mètre carré de charge du travail du syndic, finalement, on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup d'investissement pour peu de rémunération. Voilà. Malheureusement, les gestionnaires de copropriété aujourd'hui sont confrontés à la conservation de leur mandat. Alors j'espère que les années et pour les prochaines générations, puisque j'interviens également sur de la formation dans des écoles de management, et le métier de la copropriété n'attire pas les jeunes diplômés, loin de là. C'est plutôt le property management, l'asset management ou la maîtrise d'ouvrage, mais les syndics de copropriété qui toute la journée finalement sont harcelés ou du moins maltraités, je ne veux pas noircir la profession, mais c'est quand même une réalité, eh bien ça n'attire pas aujourd'hui les jeunes diplômés qui veulent de la reconnaissance professionnelle au-delà du salaire. C'est une réalité. Donc c'est vrai qu'il faut motiver la jeunesse, motiver les performances et la dynamique des jeunes pour rentrer dans ces professions où aujourd'hui qui est de plus en plus vieillissante. Voilà. Donc sur cette copropriété, c'est ce que nous allons exposer maintenant, rentrer dans le détail de comment on est arrivé à 10 années où tu interviens en tant que bureau d'études, où il n'y a pas eu grand-chose de fait, à l'étape N+1, donc 0 N+1, où on va rentrer dans une phase de décision, de réalisation, dans un climat apaisé. C'est une copropriété que moi je suis depuis 2010, qui a choisi de faire, donc, comme je disais tout à l'heure, un audit énergétique au moment où il y avait 70% de subventions, donc en avance sur son temps, en 2011. Et parce que en fait, il n'y avait absolument rien de fait en termes de travaux de maintenance. Et donc, absence totale ces 20 dernières années de travaux. On a un système de chauffage et d'eau chaude sanitaire qui est à bout de souffle, des colonnes qui sont dans un état tel qu'il faudrait complètement les remplacer, une chaufferie qui est ancienne, qui est normalement soumise à ICPE mais qui n'a jamais été déclarée, donc qui n'est pas conforme. On a 350 000 € de consommation gaz. Bon, on est dans le ticket D, il ne faut pas oublier qu'on est à Nice aussi. Oui, je rappelle juste pour précision que la clientèle azuréenne est une clientèle assez vieillissante. Parce que, en l'occurrence, pour la moyenne d'âge de cette copropriété, on est à plus de 70 ans sur 300 copropriétaires. Donc quand on leur parle de retour sur investissement de 30 ou 40 ans, vous imaginez l'état d'esprit de ces personnes. Donc il faut quand même s'adapter également à la clientèle et à la compréhension qu'ils peuvent avoir d'un retour sur investissement, d'un investissement aussi important lorsqu'on parle de plusieurs milliers d'euros. Et donc, suite à cet audit énergétique, on a fait à plusieurs reprises des propositions de travaux, notamment de rénovation de la chaufferie en 2014, qui a été refusée. On a refait des propositions de travaux globaux, parce que là, on pouvait avoir beaucoup d'aides, notamment de la région, de l'ADEME, et surtout, on était à 3 mégawatts de puissance de chaufferie. Et c'était avant le dernier décret qui a fait baisser le niveau de puissance après lequel il fallait faire une déclaration. Mais on arrivait en isolant les bâtiments et en optimisant le système à faire baisser la puissance en dessous des 3 mégawatts. Ça réduisait le coût d'installation sur la rénovation de la chaufferie. Ça permettait
de s'affranchir de certaines mises en conformité liées à la réglementation sur ICPE, de l'arrêté PIC. Voilà, malgré tout ça, on avait fait un beau projet qui leur coûtait, il me semble, moins de 10 000 € par lot en atteignant un niveau BBC, et ça a été à nouveau refusé. Donc plus rien ne passait. La copropriété était plutôt braquée, avec un conseil syndical qui était stable, qui avait une certaine... Enfin, la moitié était assez moteur, mais malgré tout, le syndic qui était un autre syndic que Borne et Delaunay était pas du tout moteur, et je dirais pas qu'il freinait, mais en tout cas, il était dans un processus de pure gestion simple, au minimum de ce qu'il y avait à faire sur cette copropriété. Et puis l'année dernière, c'est l'année dernière, ils ont décidé de changer de syndic. Bien, alors oui, premier besoin que le syndic s'occupe d'eux. Effectivement, moi je pense que pour faire passer le message, il faut croire au discours que l'on tient et il faut que les copropriétaires s'acculturent en fait les décisions qu'ils vont prendre. C'est-à-dire que si on est seul à faire passer le message, ça ne marche pas. Je pense que c'est une problématique qu'on peut tous comprendre. On n'est pas là pour imposer. Il faut que la prise de décision vienne d'eux et qu'ils croient à ce qu'ils vont mettre en œuvre. Alors c'est vrai que ce n'est pas simple puisque c'est beaucoup de temps investi pour cette explication. Certes avec une phase d'un de mes confrères, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, qui n'a pas pu, pendant ces périodes, mettre en œuvre cette stratégie, et avec une perte de confiance progressive des copropriétaires. Donc à partir du moment où il n'y a plus la confiance, comme j'ai dit tout à l'heure, quel que soit le message, même le plus idyllique possible que l'on veut faire passer, n'aboutit pas. La copropriété donc a décidé de changer de syndic et effectivement, en tant que nouvel intervenant, nouveau prestataire, on arrive à changer le discours et à faire changer les mentalités. Tant mieux. Je dirais que ce n'est pas le cas partout, parce que ça serait parfait, ça serait trop beau. On va dire globalement, c'est une copropriété sur 10 où, avec ce discours, on arrive à faire changer les choses, à évoluer, tant mieux. Voilà, donc mettre de l'ordre dans les comptes, ça a été fait, ça a permis d'avancer sur les sujets. Les problèmes d'impayés, effectivement, ils se sont tous réglés, on va dire, relativement rapidement avec des contrats de protection juridique pour intervenir sur les charges. Finalement, la copropriété n'avait pas de problèmes structurels fondamentaux. C'était plus une question de confiance et de gestion, finalement, que de problèmes structuraux de la résidence. Et enfin, le dernier besoin, une fois qu'on avait réglé tous ces premiers besoins, c'était ces fameux travaux urgents sur les réseaux de plomberie qui commençaient à s'effriter les uns après les autres. Et donc ça, il était urgent de les prendre en compte. Et en se greffant à ces travaux-là, on a pu faire des propositions collatérales de travaux supplémentaires. Et donc ça nous amène à notre point numéro 2 qui est observer, déceler et proposer des actions de création de valeur. Donc une fois qu'on a identifié quels sont les besoins, j'ai envie de dire primaires de la copropriété, à ce moment-là, c'est là le rôle du concepteur de déceler le petit plus, alors ça va être le plus énergétique parce que c'est quand même l'objectif, mais aussi le petit plus de la vie de tous les jours qui va permettre de motiver la copropriété à se lancer dans des travaux comme ça. Alors ça peut être créer un espace commun parce qu'on a une loge qui n'est plus occupée, qui est là, qui ne sert à rien, qui n'est pas utilisée. Ça peut être créer une surélévation parce que l'architecture s'y prête. Ça peut faire une entrée un petit peu plus jolie. Voilà. Donc il faut déceler ça. Et du coup, ça peut être le petit truc qui va déclencher une envie de faire. Alors la création de valeur, moi je la donnerais sur l'aspect patrimonial et financier. Également, oui. Les copropriétaires, il y a de plus en plus de ventes dans cette région. Les copropriétaires sont malgré tout attachés à la pierre. Le droit français, le droit patrimonial reconnu dans le Code civil est extrêmement protégé et valorisé en France. On a de la chance à ce niveau-là. Ce n'est pas comme nos confrères européens, pour certains, ou espagnols, où plus de 70% sont copropriétaires. Nous, en France, ce n'est pas le cas. Donc lorsque les personnes ont investi dans la pierre et il y a un attachement profond, sentimental à la pierre, eh bien, ils veulent conserver cette valeur patrimoniale.
Au niveau des charges aujourd'hui, lorsqu'on achète en copropriété, on achète en fait un cube d'air. On est copropriétaire de rien finalement, puisque à part le volume à l'intérieur de l'appartement qui est la partie privative, tout le reste c'est une partie commune, générale. Ça veut dire qu'en fait le copropriétaire va être attaché à la valeur patrimoniale et au travers des charges de copropriété. Lorsqu'on achète un bien, certes on a les valeurs, on a les charges liées au fonctionnement intrinsèque de l'appartement, mais on est de plus en plus sensible à la valeur des charges et de l'évolution des charges de copropriété. La maîtrise des charges aujourd'hui, c'est l'enjeu fondamental pour le syndic de copropriété. Les enjeux pour garder notre mandat, aujourd'hui il n'y en a qu'un, un seul, c'est faire baisser les charges, par tout moyen. Le sujet de la maîtrise des charges, la maîtrise environnementale, la maîtrise énergétique, c'est le point d'achoppement en copropriété. Donc à partir du moment où on sent, les copropriétaires sentent que le syndic est moteur dans cette décision de maîtriser les charges, de faire baisser les charges à travers les charges énergétiques, puisque je vous précise qu'en global, les charges énergétiques, c'est 30-35% d'un budget de copropriété. Donc c'est quasiment le budget numéro 1 d'une copropriété classique avec une chaufferie collective, l'eau chaude sanitaire collective et une VMC. Donc c'est vraiment le point d'entrée pour le syndic professionnel de faire baisser les charges. Donc ça c'est quand même, il y en a une écoute de plus en plus avec ça. Et on le voit bien au niveau de l'ANAP lorsqu'on renseigne au niveau de l'Agence nationale d'habitat l'immatriculation des copropriétés et le registre des copropriétés, le point des charges est de plus en plus regardé par les nouveaux acheteurs, puisque maintenant, on est un peu comme les sociétés commerciales, hein, vous avez un numéro d'identification et de label de chaque copropriété en France. Donc lorsque vous voulez acheter en copropriété, vous avez la référence de l'immeuble avec ses charges, ses problématiques, les procédures, quels sont les travaux à venir, l'audit énergétique. Tout est renseigné. Donc cette valeur patrimoniale est une donnée que les copropriétaires écoutent et pas uniquement à l'échelle immédiate, mais également pour les générations futures, et tant mieux. Donc voilà, c'est important de bien étudier le projet avec cette idée en tête, parce que toute la première partie du traitement de la stratégie dans un projet de rénovation énergétique, c'est vraiment d'aller étudier le besoin de la copropriété, les potentiels de la copropriété pour pouvoir trouver les arguments qui feront mouche le jour où il faudra voter et quand on proposera un projet. Là, il y a marqué également économie d'échelle. Je sais que c'est un vrai sujet, par exemple, sur les menuiseries. Il y a la réglementation, on l'a vu, qui pouvait imposer que les menuiseries soient traitées. On l'a vu tout à l'heure, la réglementation, ce n'est pas la peine de s'appuyer dessus pour faire voter quoi que ce soit, ça ne marchera pas. Par contre, venir dire, écoutez, si vous remplacez vos menuiseries tout seul, ça va vous coûter 1 200 € la menuiserie. Par contre, si on fait un petit sondage dans l'immeuble pour dire, mais qui est-ce qui a envie de changer ses menuiseries, et ensemble, on pourra avoir des menuiseries à 800 €, là, on commence à parler aux gens. Donc il faut avoir bien ça en tête et il ne faut pas se réfréner derrière des « oui, non, mais ça, c'est pas la peine d'en parler, personne ne va accepter ». Il est important de prendre en considération que les mentalités changent, que les gens sont de plus en plus ouverts à tout ça, qu'il y a une compréhension des enjeux futurs qui est de plus en plus important. Et donc, du coup, je pense que toute initiative, que ce soit du concepteur ou du syndic, est bonne à prendre. Alors, en ce qui concerne la création de valeur sur la copropriété Baie des Anges, là, il y avait des travaux très importants qui ont été proposés. Je rappelle que la photo n'est pas la réalité d'aujourd'hui, puisque vous avez vu qu'il y a une belle piscine avec de couleur verte. Je précise que cette couleur verte est un mauvais passage dans la résidence. Effectivement, cette copropriété, moi qui fais quand même une quinzaine d'années à Paris et qui intervient maintenant depuis 6 ans dans la région azuréenne, par rapport à, si je devais faire une comparaison sur un panel de copropriété, dans la région azuréenne, on a beaucoup d'enjeux sur les espaces verts et les piscines. Forcément, on est dans la région. Et en termes de charges, c'est considérable. Donc aujourd'hui, cette copropriété, elle perd globalement un bassin. Il y a 850 m3 d'eau dans ce bassin. Elle perd un bassin par mois d'eau depuis une bonne quinzaine d'années. Bon, j'ai quand même dit au copropriétaire qu'il était urgent de s'en occuper. Certes, on n'est pas véritablement dans la transition énergétique, mais ça devient un enjeu majeur pour cet immeuble pour intervenir rapidement. Donc effectivement, au-delà des problématiques de chauffage et de réseau d'alimentation d'eau chaude
collective et d'eau froide collective, eh bien, ils vont avoir un budget de rénovation de piscine de l'ordre de 200 000 euros sur un bassin qui est très important. Donc ça, c'est le premier sujet. Ils feront le choix, mais une piscine dans une copropriété comme celle-ci, dans la région, d'abord c'est imposé par le règlement de copropriété. Et en termes de valorisation, c'est fondamental pour une qualité de vie et pour des copropriétaires qui achètent dans ce type de résidence. C'est incontournable. Donc ils ne peuvent pas échapper à la rénovation du bassin. Donc on arrive, après avoir fait tout ça, à un programme de travaux qui consiste à reprendre tous les réseaux d'eau chaude sanitaire et d'eau froide. Alors je vous laisse imaginer, ce n'est pas des réseaux qui passent en partie commune. Ce sont des réseaux qui passent dans les appartements, derrière des douches. Donc c'est inaccessible. Donc on est en train de travailler, enfin ça y est, c'est décidé. On passera tous les réseaux en partie commune, on recrée de nouveaux réseaux, on viendra mettre une attente à l'entrée du logement et on laissera le choix aux copropriétaires de profiter d'un raccordement général par l'immeuble ou de le faire lui-même tout seul s'il préfère le faire tout seul. Ça leur permet d'avoir du comptage individuel sur l'eau chaude sanitaire et sur le réseau d'eau. Et on en profite également pour rénover entièrement la chaufferie, sachant qu'il y a des sous-stations qui ont déjà en partie été rénovées précédemment dans le cadre de la fin d'un contrat P3, mais ça on pourra en parler tout à l'heure dans un second temps. Le levier d'explication en copropriété quand on doit rénover des réseaux d'eau chaude sanitaire collectif et d'eau chaude et d'alimentation d'eau froide individuelle et collectif, c'est à travers la stratégie de l'assurance de la copropriété. En fait, depuis une dizaine d'années, on cumule les fuites lorsqu'on récupère le rapport sinistre à prime des 5 dernières années. On s'aperçoit que les primes d'assurance ont explosé et que les sinistres sont de moins en moins réglés dans le cadre de la prime. C'est-à-dire qu'ils ont des franchises de l'ordre de 4 à 5 000 euros par sinistre. Donc à un moment donné, à partir du moment où la pathologie des fuites sur le réseau est connue, l'assurance n'intervient pas. Ce discours-là, à un moment donné, le syndic se doit de l'exposer aux copropriétaires et de leur dire que pour les prochains sinistres, si on fait une simulation sur les 5 prochaines années, à partir du moment où on sait qu'il va y avoir 3-4 sinistres par colonne par bâtiment, puisque là, en l'occurrence, nous avons des charges individualisées par immeuble, ce qui vient complexifier un petit peu le mode décisionnel, eh bien, ils vont payer en 4-5 ans, ils se seront payés la colonne en partie commune, rien qu'avec des sinistres. Voilà, donc ce discours un petit peu d'analyse financière, d'ingénierie financière, à un moment donné, le syndic doit quand même pouvoir ou être en capacité de la mener, peut-être certes avec l'aide du bureau d'études, mais à un moment donné, il faut se plonger effectivement avec le recul dans une analyse fine des problématiques financières et assurantielles de la copropriété. Voilà, à travers le discours de l'assurance, du moins ce que j'ai pu en remarquer, les copropriétaires arrivent à comprendre qu'effectivement à un moment donné, on ne peut plus agir simplement de façon sinistre par sinistre, mais il faut anticiper la dépense et donc faire non pas du curatif systématiquement, mais du préventif quand on arrive à une sinistralité caractérisée, matérialisable. Et en plus de ça, sur ce type de copropriété, comme tu l'as dit Joséphine, lorsqu'il y a un dégât des eaux, alors déjà vous condamnez une vingtaine d'appartements parce que vous sectionnez la colonne montante de l'immeuble, donc vous bloquez 30 appartements d'un coup, et vous inondez 2 appartements complets avec du parquet, avec les conséquences liées à la nouvelle convention IRSI sur les sinistres en matière de copropriété. Voilà, donc ça a été effectivement un moyen d'expliquer la problématique et de faire en sorte que le discours se fasse et qu'ils comprennent qu'il faille passer à un moment donné à une rénovation complète de colonnes. C'est une transition parfaite puisque effectivement, on le voit bien, il faut l'expliquer tout ça aux copropriétaires. Il faut prendre le temps de le faire. Donc pédagogie, pédagogie et encore pédagogie, évidemment, c'est le maître mot. Comme on le disait tout à l'heure, il s'agit de rien imposer. Les gens sont quand même suffisamment conscients et intelligents pour prendre aussi les bonnes décisions quand elles leur sont clairement expliquées. L'assurance, je pense que quand on fait le calcul et qu'on la remonte par A plus B, que rien qu'en assurance, ils paieront de toute manière les travaux, autant faire les travaux.
Et c'est là où le BET et l'architecte, en plus du syndic, doit aussi se transformer en animateur. C'est un peu notre problème en tant que concepteur, c'est qu'on a une casquette de technicien et on a du mal à enlever notre veste de technicien pour se mettre à parler le langage de tout le monde, pour expliquer ce qu'on veut faire. Parler de kilowattheure par mètre carré par an en énergie primaire, etc. Enfin, je veux dire, vous avez perdu tout le monde en 5 minutes. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que ça va être joli? Est-ce que ça va être confortable? Est-ce que ça va me coûter cher? Éventuellement, est-ce que je fais du bien à la planète dans le meilleur des cas en faisant tout ça? Je puis juste compléter ton intervention, Joséphine. Je dirais qu'effectivement, pour avoir vu, surtout en 2014, lorsqu'il a fallu présenter les audits énergétiques en copropriété par les bureaux d'études, je dirais 9 bureaux d'études sur 10, pardon, mesdames, messieurs, bureaux d'études. Mais si vous n'avez pas un discours de simplification pour faire passer un message, où globalement le copropriétaire ne comprend pas le message avec des chiffres, des algorithmes, des histogrammes, des camemberts, tout ce que vous voulez, le message ne passe pas, c'est une intervention gâchée, c'est un audit qui va rester dans un tiroir qui ne sera jamais exploité, et donc finalement, pas de pédagogie préparée. Donc les bureaux d'études, je pense aussi, comme nous les syndics, ont un travail à faire sur la façon de présenter. Vous pouvez être expert, champion du monde de la technologie, mais si le message, le discours ne passe pas, c'est anéanti instantanément. Et nous, après, on ne va pas repayer un deuxième audit énergétique ou faire repasser un deuxième message. Donc on n'a pas tellement le droit à l'erreur. Malheureusement, du moins pour celles et ceux que j'ai pu voir ces dernières années, bien sûr, à part Joséphine, qui a été exceptionnelle dans sa présentation, eh bien, le message n'est pas passé. Voilà, donc pour pouvoir faire passer ce message, il faut que les gens soient là, pour qu'on puisse leur en parler. Donc ça passe par des campagnes de communication. Nous, on a l'habitude de mettre des affiches dans les parties communes, de faire des mailings, des courriers, des questionnaires, pour impliquer les copropriétaires et des fois les occupants, parce que ça peut arriver aussi qu'on ait finalement peu de copropriétaires sur place, mais qu'on ait des occupants qui peuvent aller taper chez le copropriétaire, donc chez le bailleur, en disant il se passe quelque chose dans la copropriété, est-ce que vous êtes au courant, c'est intéressant, effectivement j'ai froid. Donc si on commence à poser la question aux gens de ce qui se passe, même si on l'a vu, les retours on est souvent un peu déçus, on a 40% de retours dans le meilleur des cas, mais malgré tout c'est pas grave, il faut pas hésiter à le faire. Les gens parlent entre eux. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans nos honoraires, évidemment, puisque tout ça, c'est un travail, il faut être payé pour. Donc moi, j'invite mes confrères concepteurs, bureaux d'études, architectes, à prévoir cette partie-là, dès le début. Moi, j'ai tendance à dire, c'est 50% de technique, 50% de communication. C'est un vrai travail pour nous techniciens à faire de valoriser cette partie de communication, quitte à s'appuyer, si ce n'est pas votre truc, sur des associations, sur des gens qui savent le faire peut-être mieux que vous si vous n'avez pas envie de le faire tout simplement, mais je crois que quand on est dans la copropriété, on ne peut pas vraiment se passer de cette partie-là. Alors c'est vrai qu'on a maintenant des outils technologiques qui vont arriver sur le marché, qui vont nous permettre de communiquer davantage. Vous avez vu qu'avec le nouveau décret de la loi Elan, les syndics vont tenir les assemblées générales en visioconférence simultanée. Donc on va pouvoir s'exprimer chacun de son canapé, voter en simultané depuis également son salon, sa maison de vacances ou à l'autre bout du monde. Donc vous imaginez tenir une assemblée générale avec des copropriétaires répartis sur le territoire et à l'étranger, va nous permettre quand même en termes de communication et d'instantanéité de la décision de pouvoir avancer facilement sur le projet. Sur le terrain, eh bien effectivement, communiquer autour du projet, c'est fondamental. Je dirais que, mais je pense qu'on va le voir après dans l'exposé, l'Assemblée générale, c'est la chambre d'enregistrement à la fin, au bout du bout. Ce n'est pas à l'Assemblée générale que tout se joue. Tout se joue en amont. L'Assemblée générale, globalement, sur un projet, d'ailleurs je parlais tout à l'heure avec quelqu'un ou un de mes confrères, on peut être capable de voter en quelques minutes, quelques millions d'euros de travaux sur un ravalement ou sur une chaufferie et rester 2 heures sur la couleur de la moquette du hall d'entrée ou du tapis de l'ascenseur. Et voter en quelques minutes une rénovation complète. Pourquoi? Parce que je pense que le travail en amont est fondamental et tout se joue par des réunions d'information. Alors c'est vrai que c'est du temps.
D'abord, il peut y avoir des immeubles où les copropriétaires ne sont pas propriétaires résidents, selon la typologie d'immeuble. Donc là également, il faut en tenir compte. Mais si on a la chance d'avoir un nombre important de copropriétaires résidents, eh bien, je pense qu'il faut prendre le temps de faire des réunions pédagogiques le soir par immeuble, en plus de nos assemblées générales. Alors c'est vrai que c'est prenant. En revanche, c'est vraiment du temps gagné pour après. Ça évite des discussions parce qu'on ne peut pas en assemblée générale, surtout lorsqu'on va bientôt tenir les visioconférences, on ne peut pas rentrer dans des débats techniques et financiers, c'est impossible. Ou alors le travail est bâclé et souvent c'est non. Donc si le travail en amont est fait, ben, je pense qu'on arrive à une bonne décision à l'Assemblée générale tenue annuellement, voire faire des assemblées générales extraordinaires, c'est-à-dire pour décomplexifier le sujet et décomplexer les copropriétaires, arriver avec une ou deux assemblées extraordinaires avant l'Assemblée générale et sortir du cadre général du renouvellement de mandat, du renouvellement du conseil syndical ou du vote d'autres travaux ou autres, de tenir une assemblée générale spécifique sur des sujets de travaux. Les copropriétaires sont concentrés sur le sujet et ça évite de partir, on va dire, de s'éparpiller sur d'autres sujets. Donc là, typiquement, sur la résidence Baie des Anges, on a prévu de faire des réunions immeuble par immeuble, même si les travaux sont votés de manière collective, pour qu'on ait, parce que quand vous êtes en face de 290 copropriétaires, des fois il y a deux personnes qui monopolisent la parole et les autres ne peuvent pas s'exprimer, c'est insupportable. Donc du coup, nous on a décidé de venir à des échelles plus petites et d'aller voir chaque immeuble, de faire une réunion par immeuble, déjà pour faire passer le message de la manière la plus claire et la plus réaliste possible, et que les personnes qui ont des questions, des appréhensions, puissent nous en faire part et que nous, on ait l'opportunité de lever toutes ces appréhensions qui pourraient bloquer plus tard le vote. Bon, ça tu l'as bien décrit. Oui, je dirais qu'avant la décision, on s'aperçoit que finalement le copropriétaire, avant de savoir le coût de sa quote-part individuelle, parce qu'on n'est pas encore rentré, en l'occurrence pour cette copropriété, dans le détail financier général de la quote-part individuelle, du coût des travaux, de savoir en fait quelles vont être les possibilités de financement collectif de la résidence. C'est-à-dire quels sont les moyens d'ingénierie financière que va être en capacité de proposer le syndic pour les copropriétés avant même de parler des quotes-parts individuelles de travaux. À travers cette expérience de cet immeuble, je m'aperçois que finalement, à partir du moment où on donne une solution financière, certes dans le panel juridique et financier de ce qu'on a aujourd'hui en France, on va dire que c'est assez maigre, à part le prêt collectif ex-crédit foncier, caisse d'épargne aujourd'hui, Domo Finance ou 2-3 autres partenaires financiers sur des prêts collectifs en copropriété. Alors vous avez deux types de prêts collectifs. Vous avez le prêt collectif où c'est le syndicat des copropriétaires qui passe le prêt avec des annuités, mettons sur des contrats de 10 ans, où vous avez le prêt qui est voté en collectif en assemblée générale, mais qui en fait est descendu individuellement au choix de chaque copropriétaire individuellement. En l'occurrence, pour cette copropriété, comme bien qu'on ait 7 bâtiments, tout le monde est concerné. Et donc, on s'orienterait plutôt sur un prêt collectif syndicat de copropriété. C'est un immeuble où j'ai 1 million d'euros de budget annuel et globalement le coût des travaux serait de 1 million. Donc le copropriétaire va vite prendre conscience que le coût des travaux, ça va lui coûter une année de charge. Il a un appartement de 100 mètres carrés, il paye 3 000 euros de charge par an. Il sait très vite que si le budget global annuel des travaux est d'1 million, il va payer un budget de charge annuelle, c'est-à-dire 3 000 euros. Ça les a rassurés relativement rapidement, avant même de rentrer dans le détail du coût des travaux, des solutions techniques, etc. Donc ça a dépassionnalisé et décrispé les copropriétaires. Et maintenant, finalement, on va pouvoir rentrer, à partir du moment où cette première présentation financière a été donnée, rentrer dans le détail des solutions techniques et des solutions financières. C'est pour ça qu'au moment où on a identifié les besoins et où on a fait un peu le scan de la copropriété, c'était important sur le point de vue financier de savoir quel est le niveau d'acceptabilité de la copropriété d'un point de vue financier. Ça ne sert à rien d'aller proposer des quotes-parts à 10 ou 15 000 euros si dans les premiers pas, on a constaté que c'était juste inacceptable pour cette copropriété-là en particulier. Il y en a d'autres qui l'entendent, mais celle-là
ne l'auraient peut-être pas entendu, d'aller faire ça. Donc on propose des alternatives à ce moment-là, d'étalement de travaux, mais il y a un vrai travail financier et Alexandre a absolument raison. Quand on a déjà mis sur le tapis l'aspect financier, qu'on a trouvé le juste milieu qui satisfait tout le monde sur l'investissement nécessaire, on peut après rentrer dans le détail des techniques avec une écoute qui sera plus profonde puisque voilà, ils savent combien ça va leur coûter. Maintenant, ils veulent bien écouter qu'est-ce qu'on va faire. Je préciserai que je n'ai pas eu la chance encore jusqu'à maintenant d'offrir une offre globale d'intervention. On a parlé pour des interventions que j'ai pu voir tout à l'heure en fin de matinée où des copropriétés ont fait une rénovation énergétique complète, c'est-à-dire les façades, les toitures, les colonnes d'eau, la chaufferie. Jusqu'à maintenant, de mon expérience, je n'ai pas réussi encore, bien que certains immeubles pouvaient rentrer dans ce champ d'application. Et malgré le fait d'avoir tapé à la porte de certaines aides territoriales locales, eh bien, pour cette copropriété en l'occurrence, bien qu'il pouvait y avoir une nécessité de le faire, les étanchéités de terrasse, les façades, tu en avais parlé tout à l'heure un petit peu, à partir du moment où ces copropriétaires vont rentrer dans une phase de travaux X, je sais pertinemment que pour les 10 ou 15 autres prochaines années, ils ne voteront rien. Donc, on leur présente un premier panel de travaux, une première série, qui va bloquer pour les 15 prochaines années les modes de décision de travaux, c'est sûr. Donc, il fallait identifier les urgences. En l'occurrence, bien sûr, comme rien n'a été fait depuis 30-40 ans dans cet immeuble, si on devait chiffrer tout ce qu'il y avait à faire, le discours ne passerait pas. Ça serait tellement important, de toute façon, qu'il n'y aurait pas l'écoute. Et là, on asphyxierait immédiatement le dossier. Donc là, en l'occurrence, il a fallu identifier les priorités. Elles sont déjà importantes, puisque la rénovation de la chaufferie sur une copropriété de 300 logements, la rénovation de toutes les colonnes d'eau chaude, d'eau froide et le bassin, on est à plus d'1 million d'euros déjà de travaux. C'est une somme conséquente en matière de copropriété. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de syndics en France qui partent sur des projets de travaux d'1 million d'euros en assemblée générale. Donc c'est déjà un beau projet pour un immeuble de 300 lots. Mais je sais que ça sera le projet qui sera voté, mais qui va bloquer pour les 15 autres prochaines années, sauf urgence, le mode de décision. Donc c'est à nous de leur expliquer qu'à partir du moment où ils voteront ces travaux-là, pour 15-20 ans, ils ne feront plus rien. Donc c'est un choix à faire, parce qu'ils auraient les interphones à faire, ils auraient les cages d'escalier à faire, ils auraient l'esthétique. Tout ce qu'ils vont faire là, ce n'est pas de l'esthétique, ce n'est pas du visuel, c'est du confort. Rénover une colonne, ils vont rénover la colonne, mais le nouveau corridor qui achète, il va voir quand même l'état des parties communes dégradées, ou du moins pas très jolies, les portes d'entrée des années 70 vitrées qui ne sont pas très accueillantes, un jardin un peu vieillissant, mais voilà, là ils tombent dans l'urgence des urgences, ce n'est pas du visuel, mais c'est du confort et c'est du structurel, c'est du fonctionnement. Donc ils n'ont pas le choix. Alors j'ajoute que les façades de ces immeubles sont quand même propres, plutôt en bon état. Pour avoir suivi des copropriétés qui ont fait des travaux très importants de rénovation énergétique, façade, toiture compris, on arrive à déclencher ce type de travaux que quand il y a un réel besoin sur les façades. C'est quasiment impossible de déclencher une isolation thermique par l'extérieur quand on a une façade propre. Donc ce n'est pas la peine non plus d'aller s'exciter là-dessus sur un bâtiment où les façades sont propres. Par contre, dès qu'on a des problématiques façades avec des fers apparents, avec une dégradation importante, quand on a de la mosaïque qui se décolle, là, c'est là-dessus qu'il faut attaquer, c'est sur les façades. Idem, quand on a des problématiques d'étanchéité de toiture, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. On peut faire un échange dans la salle s'il y en a qui veulent, parce qu'il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes déjà ? Oui, pas loin. Non, on m'a dit qu'on avait le droit de dépasser parce qu'il n'y a plus personne après nous. Continue un peu la discussion qu'on est en train d'avoir sur comment rénover performant pour les prochaines années et qui sera en séance de dédicace de ces ouvrages à la fin de la conférence. On peut faire un échange dans la salle s'il y a peut-être. Est-ce qu'on peut faire un premier échange oui, dans la salle si vous souhaitez? On va s'équiper de nos casques d'échange. Voilà. Ça arrive là, juste derrière. Bonjour. Bonjour, Monsieur Ferreira, Société Bimahome.
Dans quelle mesure vous utilisez la technologie BIM pour optimiser tout ce qui est rénovation énergétique et notamment exploitation? Une fois que la maquette BIM est faite, vous pouvez ensuite optimiser les travaux dans les années à venir et l'exploitation. Alors, en copropriété, nous, la maquette BIM, on ne l'utilise pas. Parce qu'en fait, on a des contraintes budgétaires en phase d'études qui sont telles que ça nous paraît pas adapté en fait à ça. Alors, je peux comprendre d'un point de vue technique que c'est très intéressant. En tant que BE, on a tendance à... La techno a beaucoup changé. Il y a beaucoup de solutions BIM justement qui sont abordables aujourd'hui. Après, je ne parle pas de scanner 3D, je parle même de nouvelles solutions. Il y a plein de startups qui évoluent dans ce sens-là. Donc j'invite pas mal de personnes à regarder justement dans la copro. Je pense que ça me semble l'avenir dans la partie copro pour justement réduire ses coûts. Pour moi, c'est un frein. C'est un frein justement pour la rénovation énergétique, ces coûts de techno. Et aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui existent. Alors moi je pense qu'effectivement, de toute manière on l'entend, le BIM c'est l'avenir. Moi personnellement en tant que BE, j'attends que ceux qui font du neuf ou de la grosse réa se fassent bien la main dessus et que toutes les technologies soient le plus adaptées possible. Et puis quand on en arrivera là, on viendra s'en servir en copro. Mais en copropriété, les travaux, le type de travaux qu'on fait, pour moi, en tout cas à ce jour, se font relativement facilement sans passer par là. Même si je suis d'accord avec vous, il y a des optimisations qui sont possibles grâce à cette technologie. On n'entend rien si vous parlez sans micro. Ah oui. Je pense notamment à ça parce qu'il y a une partie essentielle, c'est convaincre les copropriétaires de s'engager sur la rénovation. Si vous ne leur montrez pas une maquette, si vous ne leur montrez pas quelque chose de visuel, ils ont du mal à se projeter. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une maquette BIM très détaillée, mais vous avez besoin de voir concrètement quelque chose. Nous, on le fait avec SketchUp, ça marche plutôt bien pour l'instant. Ça marche pas mal, mais après, on peut aller plus loin encore. Voilà. Oui, donc, bonjour, Annabelle Royer, moi je suis AMO, donc c'est un des acteurs qui n'a pas été cité. Oui, excusez-moi. Et justement, c'est l'acteur facilitateur. Et je voulais en profiter pour dire que je propose des formations et du coaching gratuit dans le cadre d'un programme financé par les C2E qui s'appelle la CoPro des possibles. Et donc, je peux former et coacher des copropriétaires et des syndics. Bon, c'est une première étape, bien sûr, s'ils souhaitent faire des formations plus importantes. Mais bon, voilà, c'est un premier pas pour faciliter les projets. Absolument. Moi, je précise que les syndics, effectivement, nous sommes des gestionnaires de copropriété. Il n'est pas de question qu'on prenne la place des bureaux d'études, des AMO, des ingénieurs. Notre rôle, c'est de faire prendre conscience aux copropriétaires que payer un peu de matière grise, au final, c'est faire des économies. Et on a aussi du mal à ce niveau-là, c'est-à-dire quand il faut payer 7, 8, 10% de matière grise, derrière, c'est peut-être 15-20% d'études bien réalisées et donc des économies. Ça évite de faire des travaux mal faits ou recommencer ou refaire. Parce que j'ai vu tellement d'audits cumulés, inutiles, inexploités, donc de l'argent dépensé pour rien, malheureusement. Et ça fait gagner beaucoup de temps aussi. On peut arriver à faire des projets sur 3 ans. Tout à fait. Alors on continue, je vais juste enlever ça. Donc on en était à notre point 5 sur 10, donc on a fait la moitié, on va peut-être accélérer si il est déjà... On a encore un petit peu de temps. Mais donc embarquer la performance énergétique objectif de 2050. Alors là, ça c'est là où le bureau d'études se sent à l'aise en général, c'est-à-dire, comme je le disais au début, on va faire des travaux pendant quelques années, mais par contre, ces travaux ont un impact sur les 50 prochaines années. Donc il ne s'agit pas d'aller faire des travaux à minima. À partir du moment où on investit, autant investir de manière performante et pas rogner sur les épaisseurs d'isolant, sur la performance des régulations, etc. Il est absolument important d'éviter les demi-mesures parce que quand on aura mis son isolant, il sera là pour les 50 prochaines années. On ne va pas revenir dessus entre-temps. Donc il est absolument nécessaire de prévoir des solutions durables autant qu'on peut le faire bas carbone, puisqu'on se doute que les prochaines années
même si pour l'instant on parle de bas carbone uniquement dans le neuf, la rénovation est quand même le sujet prépondérant puisque c'est 99% de notre parc et que si on veut réduire l'impact carbone global, eh bien, on ne peut pas mettre l'existant de côté. Donc, embarquer la performance, c'est évidemment un équilibrage des réseaux de chauffage qui sera effectué après la rénovation de la chaufferie et on remplace l'intégralité des colonnes d'un coup sans le faire au cas par cas puisque de toute manière voilà, on le fait proprement dans les parties communes plutôt que là où elles existent de manière à ce que ce soit plus facile de pouvoir y accéder à partir du moment où on les aura remplacés avec des comptages de manière à ce que chaque personne soit au courant de ses consommations. Je précise que les règlements de copropriété, qu'il faut quand même bien regarder, tous très différents les uns des autres, peuvent être également un frein à la décision. En l'occurrence, pour cette résidence, vous avez des charges spécifiques par immeuble, par groupe d'immeubles, voire même parfois par cage d'escalier. Et s'il devait y avoir un vote individualisé par cage d'escalier ou par bâtiment conformément au règlement de copropriété, on pourrait se trouver avec des copropriétaires qui votent des travaux et d'autres qui ne le votent pas. Donc une gestion à X vitesses différentes qu'il y a de cage d'escalier. Donc j'ai réussi, en essayant d'expliquer en quoi on pouvait faire des économies d'échelle, de faire voter en charge générale le principe des travaux, avec une répartition ensuite déclinée par immeuble, mais sans faire de vote spécifique par bâtiment ou groupe d'immeubles concernés. Donc un peu un mode de décision un petit peu détourné du règlement de copropriété. On reste dans le cadre légal du règlement de copropriété, avec un vote de principe, une répartition ensuite financière par immeuble. Bon là, c'est un résumé un peu de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire s'adapter au contexte technique et social en fonction de la copropriété, de sa typologie. On ne va pas l'aborder de la même manière. On ne va pas aborder une copropriété de 20 lots de la même manière qu'on va aborder une copropriété de 290 lots. 20 lots, moi je me pose la question, est-ce qu'un audit énergétique est obligatoire? Est-ce qu'un audit énergétique d'une vingtaine de lots, bon selon c'est entre 3, allez on va prendre une fourchette un peu large, entre 3 000 et 5 000 euros. Est-ce qu'il faut mettre de l'argent là-dedans? Tout ça pour dire quoi? Isoler vos bâtiments, changer vos fenêtres, isoler la toiture, les façades, reprendre la chaufferie, faire un équilibrage des réseaux, mettre des robinets thermostatiques. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un audit énergétique pour dire ça? La question est posée. Le temps de retour, moi je n'ai pas besoin de faire les calculs, je sais qu'il est compris entre 15 et 20 ans. Je rappelle qu'il y a eu un arrêté ministériel qui a dû être rendu pour venir compléter le dispositif de l'audit énergétique, puisque des copropriétaires étaient venus contester le cadre légal des 50 lots principaux de copropriété pour échapper à l'obligation de l'audit énergétique. Vous imaginez jusqu'à quel point il pouvait y avoir certains raisonnements dans les immeubles en copropriété collective pour venir contourner le dispositif légal et considérer par exemple que les caves et les parkings venaient également additionner le nombre de lots. Donc la circulaire ministériel est venu préciser qu'il s'agissait de lots principaux d'appartements avec une chaufferie collective ou un système de refroidissement collectif. Ça a permis, encore une fois, pour certains, d'essayer d'échapper au cadre légal et de gagner peut-être 1 an ou 2 ans. Voilà, donc s'adapter au contexte, c'est dans notre cas, c'est pas oublier qu'on est à Nice, c'est qu'à Nice, les gens vivent les fenêtres ouvertes, Et oui. que la moyenne d'âge est plus importante. Que les gens ont l'impression qu'ils ne consomment pas de gaz parce qu'ils ne consomment pas de chauffage, parce qu'il fait beau tout le temps à Nice, bien sûr. Il y a quand même 350 000 euros de frais de chauffage. Ce n'est pas si différent au nombre de lots de la région parisienne, parce qu'au final, comme ils vivent les fenêtres ouvertes, voilà, tout le chauffage il part dehors et ils ont beau être à Nice, il a beau faire beau, et les consommations elles sont quand même là. Je pense d'ailleurs que pour avoir la comparaison entre les deux régions, les Niçois sont très frileux. Je rallume le chauffage au mois de septembre et j'éteins le chauffage bien souvent au mois de mai. Alors que nous avons 300 jours de soleil par an dans la région azuréenne, je pense beaucoup moins que Paris, et donc j'ai des consommations de chauffage aussi importantes, voire plus importantes dans cette région. Voilà, donc les enjeux sont aussi importants qu'ici. Et le comportement, ou du moins
on va dire, l'attitude des copropriétaires ne permet pas finalement de faire des économies sur ces postes-là, puisque on me demande d'avoir une périodicité très étendue au niveau du chauffage dans cette région. Et du coup, j'ajoute que quand en 2014-2015, on a proposé un plan de travaux global, BBC, qui permettait de diminuer les puissances des chaudières, là, même moi, qui pourtant est toujours ça derrière la tête, essayer de s'adapter, je ne me suis pas adaptée. Je n'avais pas compris que ça ne servait à rien de proposer ça, que la copropriété n'était pas du tout prête à travailler ses façades, parce que ce n'était pas en si mauvais état que ça, que pour eux, le chauffage, ce n'était pas vraiment un sujet, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils faisaient beau tout le temps et qu'ils ne consommaient rien. Pourtant, je leur mettais les chiffres devant les yeux, mais ça ne servait à rien, ils ne voulaient pas le voir. Ils avaient des problématiques de gérance avec le syndic, avec la perte de confiance, d'impayés. Bon, voilà. Et ça, j'avais moi pas. Pourtant, ça faisait déjà 4 ans que je les connaissais, mais je n'avais pas encore réussi à adapter, à bien saisir ça. Maintenant, avec l'expérience, c'est le genre de choses que je saisis plus vite. Et avec l'association ICO, on a créé un outil avec un listing de questions qui permet justement de mettre ces choses-là en avant dès le début pour pouvoir adapter notre conseil au contexte de la copropriété. Les contrats d'exploitation qui sont mis en place, des contrats souvent de type P2, contrats simples d'entretien, peuvent prévoir des garanties de température qui ne sont jamais de 19 degrés. Je voyais ce matin le cadre, la référence légale de 19 degrés. Dans les appartements, ça n'existe pas. Bon, à Paris, je ne me rappelle plus, mais je sais que dans la région azuréenne, on est minimum à 22-23 degrés. En dessous, c'est le froid absolu. Donc, il faut tenir compte de ces cadres contractuels, ce qui pose de gros problèmes lorsqu'on souhaite mettre des contrats de performance énergétique, parce qu'à 22-23 degrés, je ne sais pas où va être le bénéfice pour l'exploitant du retour sur investissement. Quant au plan pluriannuel de travaux, vous avez tous vu que la loi Elan, dans ses derniers décrets d'application, a supprimé le seul point intelligent qu'il pouvait y avoir dans le cadre légal, de mettre en place le plan pluriannuel de travaux. Voilà, donc pour les copropriétés, on va faire du one-shot au coup par coup, sans pouvoir mettre en place ce qui me semblait une amélioration très nette pour les copropriétés, de pouvoir calibrer le cadre de travail sur les 5, 10, 15 prochaines années. Ça a été supprimé dans le dernier cadre, l'avenant de la loi Elan. En effet, on peut vraiment regretter cette mesure, mais bon, néanmoins, il faut arriver à convaincre. Je pense que, encore une fois, le réglementaire, c'est une chose, mais ce n'est pas forcément le levier. Nous, le Français, on aime bien aller contre la réglementation et toutes les failles qu'on va trouver, on va s'engouffrer dedans. Donc, je pense qu'il faut faire appel à l'envie des gens de faire, à leurs besoins, vraiment les besoins de mise en conformité. Et pas forcément comme l'audit énergétique et les institutionnels ont un peu eu tendance, ils sont en train de revenir dessus, mais jusqu'à ces dernières années, à parler travaux globaux, on fait du global, on fait du BBC, on n'aura des aides que si on fait tout d'un coup. Et par expérience, ça ne marche pas. Quand on vient faire tout d'un coup, on est aux millions d'euros de travaux et psychologiquement, même si ça revient au final qu'à 10 000 euros par logement, les gens, ils entendent le million, quoi. Et donc vous pourrez leur dire, mais si vous aurez des aides, si vous ne le faites pas, ça vous coûtera 2 fois plus cher. Ce n'est pas un discours qui rentre pour tout le monde. Donc il y a des copropriétés, moi j'en ai accompagné, où ils ont bien compris ça, ils disent super, j'ai 50% d'aide si je fais tout d'un coup, et donc on va faire comme ça. Mais il y en a beaucoup aussi, et la majorité, c'est non, il est hors de question qu'on mette en une seule fois 20 000 euros sur la table ou 10 000 euros sur la table. Donc il faut aussi accepter ça, il faut accepter de planifier les travaux dans le temps et de faire des travaux étape par étape. Alors, qui dit travaux étape par étape, dit quand même des travaux qui soient cohérents les uns avec les autres, n'est-ce pas? Et on a bientôt terminé. Satisfaire pour donner envie aux autres. On est convaincu
comme on l'a vu, le réglementaire, c'est pas ce qui va faire changer les choses. C'est pas les économies non plus, parce que les économies d'énergie, il y a des temps de retour sur 20 ans. Donc quand vous avez dans le conseil syndical que des personnes âgées qui vous disent bah, « moi je m'en fiche parce que de toute façon dans 20 ans je serai plus là pour récupérer mon temps de retour sur investissement », ça va pas être le levier non plus. Donc c'est l'envie et après c'est le bouche à oreille. Et on le sent déjà maintenant. Quand on a une communauté qui décide de faire quelque chose, l'humain est très mimétique et il a aussi l'envie de le faire. Si le voisin l'a fait, pourquoi pas moi? Donc il faut satisfaire. Si la copropriété qui a été un petit peu en avance, qui s'est lancée là-dedans, est satisfaite, elle en parlera en bien et les autres le feront. Si elle n'est pas satisfaite, elle en parlera en mal et ce sera fini. Pour ceux qui font un peu ou qui ont un peu fait de solaire, on a vécu ça avec le solaire, ça a été un vrai engouement, il y a eu des contre-références et du coup le solaire n'existe plus ou presque plus. J'espère que ça va revenir parce qu'il y a quand même un vrai intérêt à le faire. Mais voilà, donc il faut que ça se passe bien. Pour que ça se passe bien, il faut accompagner les occupants. Donc on en a parlé depuis le début, le rôle du syndic est hyper important. Je dirais en conclusion sur la partie métier. Nous sommes un métier en pleine mutation aujourd'hui. La difficulté, c'est que encore aujourd'hui, malgré l'information qui tourne autour de la profession, les copropriétaires ne sont pas en capacité de savoir quelles sont les limites de l'exercice de la profession. Ils ne connaissent pas véritablement les contours de la profession de syndic, qu'est-ce qu'on leur doit dans nos honoraires et qu'est-ce qu'ils sont en droit d'attendre et jusqu'où de leur syndic professionnel. Eux, ils pensent parfois que le syndic peut tout faire, il peut tout gérer, être bureau d'études, ingénieur, expert, architecte. Loin de là, le syndic il doit être facilitateur, il doit être force de proposition. Et je dirais, à travers cette mutation du métier, le syndic a un rôle à jouer et un moyen exceptionnel de redorer son blason. Parce que malheureusement, on arrive déjà, comme je l'ai dit en début d'exposé, on arrive quand même sur un métier fortement décrié. La confiance n'y est pas toujours. Alors il y a peut-être les bons, les mauvais syndics. Malgré tout, quand même, sur le quotidien, et depuis des années, on le voit au niveau des jeunes qui exercent le métier, c'est difficile sur le quotidien. Donc cette partie-là de la transition énergétique, cette partie-là d'accompagner les copropriétés, c'est un formidable moyen de faire un choc de qualité de notre profession, un choc de qualité, on va dire, des prestations que l'on fait et qui sont rémunérées. C'est-à-dire que les copropriétaires, à partir du moment où on ne fait plus qu'un syndic du quotidien dans l'exercice de notre métier et qu'on valorise notre profession et qu'on donne cette chance exceptionnelle de pouvoir les accompagner, ils sont prêts à payer. Donc on gagne aussi de l'argent à travers ce changement de la profession. Certes, il faut que les grandes organisations professionnelles, il faut que les acteurs majeurs de la profession en France, aussi bien les pure players que les cabinets d'administration de biens, on va dire familiaux, s'engagent dans cette transition. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'on est un peu noyé dans le quotidien. Les gestionnaires, parfois un peu sous-payés, ont du mal à s'impliquer à titre personnel en plus de la partie du quotidien. Mais c'est à mon avis à travers cet investissement qu'on conservera nos mandats de syndic, parce que globalement tous les immeubles en chaufferie collective sont concernés. Je ne parle pas des immeubles où il ne se passe rien, où c'est un immeuble haussmannien, où il n'y a pas de chaufferie collective, où c'est de l'individuel. Mais pour tous les immeubles où on est concerné par ces problématiques-là, au travers de la maîtrise des charges, je pense que c'est à travers ça qu'on changera l'image de marque du métier et qu'on conservera nos mandats et que les copropriétaires accepteront enfin de dire notre syndic est un bon professionnel, il a un rôle à jouer et on est prêt à l'écouter, à accepter finalement le message qu'il veut nous faire passer. Et c'est la même chose pour les entreprises, bureaux d'études, concepteurs ou entreprises de travaux. Je pense qu'il faut vraiment qu'on adapte aussi notre fonction de travailler, qu'on joue le jeu de la communication. On est dans un monde où la communication est prépondérante, où on ne peut plus dire à quelqu'un non, non, mais toi, tu sais rien, ne t'en occupe pas, laisse-moi gérer. Internet existe, ils savent se renseigner, ils savent ce qui se passe. Donc, on ne peut plus les mettre de côté. On est chez eux, après tout. Ils ont pris des prêts sur des dizaines d'années. On vient toucher à leur patrimoine. C'est normal qu'ils sachent ce qu'on y fait et qu'on les rassure.
Quand on vient mettre un échafaudage sur une façade, c'est normal que les gens qui voient cet échafaudage depuis leur fenêtre sachent combien de temps ça va durer. Si jamais il y a des dépassements de délai, bon, parfait. La plupart du temps, si on leur communique, si on leur dit, voilà, il s'est passé ça, on va avoir un mois de retard, les choses passent. C'est si on leur dit rien et qu'on les met devant un fait accompli que là, ça commence à dégénérer. Donc, la communication est hyper importante pendant les travaux et après les travaux pour bien expliquer que ce qui était prévu a correctement été fait. Nous avons un formidable outil depuis quelque temps sur les extranets de copropriété où on met en place des plateformes résidentielles. C'est-à-dire que les résidents copropriétaires communiquent entre eux, soit entre eux directement, soit entre eux et en impliquant également le syndic et les bureaux d'études. Donc ces plateformes résidentielles qui font partie des logiciels de copropriété, les 4-5 logiciels connus en France aujourd'hui permettent de mettre en place ces outils de communication qui sont véritablement des outils de l'immédiateté de l'information. Et ça, c'est fondamental. Ça évite de passer encore à des notes d'information affichées dans les immeubles. On est au 21e siècle. On peut mettre en place ces systèmes qui ne sont vraiment pas onéreux et qui permettent de décharger le syndic de son quotidien pour s'impliquer dans le reste. Voilà. Donc pensez-y pour les professionnels. Les plateformes résidentielles adossées aux logiciels de comptabilité de syndic de copropriété sont des bons outils de communication du quotidien. Alors, instrumenter pour vérifier que ça marche. On parle quand même de rénovation énergétique, donc même si les temps de retour sont peut-être un petit peu longs, malgré tout, l'objectif c'est quand même de réduire ces charges et de réduire les consommations énergétiques. Donc quand on annonce des résultats, il faut qu'ils soient là. Sinon, on va passer pour des charlatans. Toutes nos professions, on va nous dire non mais attendez, on a payé je ne sais pas combien une ITE ou une chaudière condensation, on m'a vendu du rêve et au final, moi, je ne le vois pas sur mes consommations. Oui, d'ailleurs, les copropriétaires attendent, ce ne sont plus des obligations de moyens, ce sont des obligations de résultats sur les chiffres qui sont annoncés. Et le syndic engage sa responsabilité professionnelle au-delà du bureau d'études, sur ce qui est annoncé en termes de retour d'investissement et en termes de résultats financiers. À l'époque, ce n'était pas si vieux que ça, on avait tendance un peu à annoncer à la louche, oui, on va faire 15% d'économie sur une chaudière à condensation et après on verra bien. Aujourd'hui, on s'engage sur des résultats, on engage notre responsabilité professionnelle à ce titre. Donc c'est plus, on rend des comptes et on s'engage. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on s'apercevait que ce n'était pas toujours le cas. Et par expérience, nous, on a, donc dans les copropriétés qu'on a accompagnées pour faire des gros travaux, on avait annoncé des économies d'énergie de 35-40% quand on atteignait un niveau BBC. Et par contre, on n'avait qu'une vingtaine de pourcents au réel d'économies de travaux. Et on s'est rendu compte que ces 15-20% de marge, c'était uniquement des problématiques de réglage des installations. Donc il est important de savoir pourquoi est-ce qu'on ne les atteint pas, ou de vérifier tout simplement qu'on les atteint. Et si on ne les atteint pas, de bien comprendre pourquoi et comment gagner ce temps de réglage en instrumentant. Aujourd'hui, il existe beaucoup de systèmes faciles à mettre en place pour instrumenter les bâtiments. Vérifier, ne serait-ce que quand on a tout isolé, si on n'a pas réglé la courbe de chauffe de la chaudière, la production c'est toujours la même. On a réduit le besoin, mais le seul impact que ça va avoir, c'est qu'au lieu qu'il fasse 21, il fera 24. Les gens s'adaptent très vite à 24. Ils sont très contents d'avoir 24 et quand on va leur dire « excusez-nous, on avait oublié de descendre la courbe de chauffe, vous n'aurez plus que 21 », là ils sentent la différence par contre. Donc c'est des choses à prendre en compte dès le début et très rapidement, une fois qu'on a fait une réception, de bien veiller à ce que tous les réglages soient optimisés de manière à réellement avoir ces économies d'énergie puisque on nous attend et on nous demande maintenant de rendre des comptes et on ira de plus en plus vers ça. Moi, je crois énormément au contrat de performance énergétique et je pense qu'on n'y échappera pas. Il faudra s'engager, si ce n'est pas déjà le cas, sur les résultats. Là aussi, je pense que dans l'évolution des métiers, des cabinets de syndic administrateurs de biens, je pense qu'il ne faut plus laisser finalement les copropriétés immeuble par immeuble, donc maître d'ouvrage par maître d'ouvrage, être décisionnaires de ces équipements. Je pense que les cabinets doivent réfléchir finalement à équiper tous ces moyens de reporting, de data des consommations énergétiques de façon globale
sans, quelque part, un petit peu en court-circuitant les décisions des copropriétaires individuellement, donc en le faisant prendre en charge directement par les cabinets de syndic au niveau de l'institution, pour ensuite apporter le service un petit peu convenable, parce qu'on va avoir demain des labels syndic vert, syndic vertueux. Il ne s'agit pas que de le dire, mais il faut le faire. Et je pense que si l'administrateur de biens du 21e siècle prend en charge ses équipements pour doter toutes les copropriétés des moyens de reporting technique de toutes ces consommations énergétiques, eh bien, je pense qu'il aura fait un grand pas dans l'avancement et surtout, il redonnera confiance aux copropriétés. C'est ça le vrai service d'aujourd'hui et de demain pour les syndics. C'est de piloter directement l'ensemble des fluides des immeubles et non plus de laisser la décision à chaque syndicat de copropriété. C'est ça l'avenir aujourd'hui. C'est déjà le cas et ça sera de plus en plus l'avenir. Et d'ailleurs, les investisseurs internationaux qui rachètent les groupes immobiliers en France vont s'engager sur ce mode de pilotage. Ça ne sera plus à la liberté des copropriétés de décider. Ça sera des groupements complets qui vont piloter directement les immeubles. Là, sur cette copropriété, on a équipé 50 logements sur les 290 de capteurs de température connectés, et ce qui nous permet de travailler de concert avec l'exploitant qui a un contrat P2 avec intéressement pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive sur les températures et de pouvoir régler vraiment le plus précisément possible l'installation de chauffage. Pour vous donner un ordre d'idée, sans avoir touché à la chaufferie et sans avoir touché au réseau, on a fait déjà sur la première année d'équipement 15% d'économie d'énergie juste par le réglage. Et pour terminer, puisque je crois que là on commence à dépasser, ça fait la suite, c'est-à-dire absolument impliquer les prestataires de maintenance dans la réussite, puisqu'il ne s'agit pas de faire des travaux de s'arrêter à la réception, il s'agit de maintenir la performance dans le temps, avec l'évolution du bâtiment, avec l'évolution d'usage dans le bâtiment, les gens qui font de plus en plus de télétravail, une occupation qui va varier, des personnes âgées qui restent de plus en plus à domicile avec les besoins que ça peut représenter. Il est important de toujours, pendant la durée de vie du bâtiment, de garder à l'esprit cette performance et donc un accompagnement, que ce soit évidemment du syndic, mais d'AMO, de concepteurs, pour ne pas abandonner la copropriété. Et finalement, les gens aiment ça. Ils sont prêts, comme tu le disais, à dépenser de l'argent pour se sentir en sécurité et qu'on s'occupe d'eux. Oui, d'ailleurs, sur les contrats d'entretien, on s'aperçoit quand même que le contrat P1 intégré dans le contrat de maintenance, la copropriété n'a pas la main directement sur le contrôle du P1. On va dire qu'ils souhaitent quand même avoir une mainmise sur les factures énergétiques. Donc c'est plutôt du contrat P2 simple, au syndic et au bureau d'études de contractualiser le meilleur prix de la molécule sur les contrats de gaz ou de fioul en copropriété, en gardant une indépendance de décision. Voilà, on le sent quand même de plus en plus. Maintenant, moi on me demande en tant que syndic d'aller boursicoter sur le prix du gaz au jour le jour. C'est pas mon métier. J'ai pas le temps de le faire. C'est un vrai sujet. On l'a fait pour une copropriété. Le bureau d'études y a passé beaucoup de temps. C'est pas au syndic d'aller faire le choix du prestataire ou du fournisseur de gaz dans les immeubles. Il y a un dispositif qui est long à mettre en place. Là également, c'est au syndic de faire en sorte d'accompagner avec le bureau d'études le choix du prestataire. Voilà. Pour conclure, ces 10 points pour nous semblent être une bonne stratégie à mettre en place pour optimiser les chances d'aller vers des travaux d'économie d'énergie. On l'a formalisé sur une charte qui s'appelle la charte Réno Copro, portée par l'association ICO, que vous pourrez retrouver sur le site internet de l'association ICO en tapant association ICO, les lettres ICO sur internet. Si vous êtes un professionnel, vous vous reconnaissez dans cette démarche-là, vous pouvez signer cette charte. Vous ferez partie de la communauté des personnes impliquées dans la rénovation énergétique de copropriété et vous aurez l'occasion
d'échanger avec les autres. Donc y a pas de... Les syndics peuvent en faire partie, les entreprises aussi, les bureaux d'études, les architectes. On a l'occasion d'échanger sur ces sujets-là, se donner des retours d'expérience au travers de petites études qu'on fait entre nous et qu'on se fait passer, et d'une soirée d'échange une fois par an qui sera cette année au mois d'octobre ou de novembre. C'est pas encore clairement défini. Donc allez sur le site internet de l'association ICO, vous pouvez faire une demande de signature de cette charte. Et voilà. Merci à vous de votre présence. Et je laisse la suite à André Pouget, qui, tiens, je pense que ça doit marcher. Peut-être qu'il y avait des questions. Je sais pas, je pense que... Bon, déjà, je me présente. J'étais depuis peu dans un bureau d'études thermiques qui s'appelle Pouget Consultant. Et avant mon départ, j'ai cédé mon entreprise à mes salariés. On a décidé de rédiger un ouvrage sur le sujet de la rénovation. Et ce soir, on va vous dédicacer des ouvrages si ça vous intéresse. L'éditeur est là. Je vois pas bien avec... Ah, il est là, oui. Eh bien, si tu veux montrer le bouquin, et on parle beaucoup du sujet de la copropriété. Je voulais juste vous remercier par rapport à vos prestations. C'était très intéressant, ça donne envie, eux aussi, ça donne envie de rénover et de travailler sur la copropriété, parce que pour y avoir travaillé, moi aussi, passablement, c'est pas simple du tout. Et donc, c'est bien qu'on se retrouve, par exemple, sur le sujet de la charte d'ICO, qu'on se retrouve tous les acteurs, tous les maillons de la chaîne. Vous avez beaucoup parlé de votre profession, de la qualité de votre profession, de la valorisation de votre profession. Bravo, c'est très bien. Et si tous vos confrères étaient comme vous, ça irait bien. Et nous, notre profession, bureau d'études, on a beaucoup à progresser aussi. On a beaucoup à faire, mais on prend la bonne dimension. Au sein de cette charte ICO, vous allez Réno Copro, on pourra échanger et se rapporter ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, pour essayer de gagner du temps, parce que c'est souvent un peu compliqué. Voilà. Juste, je voulais remercier parce que c'était très bien. Merci beaucoup. Je pense que vous pouvez les applaudir, non, parce qu'ils n'ont pas été assez applaudis. Peut-être, si ça vous intéresse, je vais dire 2 mots sur le bouquin. Et après, je vous libère pour ceux qui... il s'appelle le guide BCD, comme bâtiment collectif durable. Il y a 10 ans de ça, on avait déjà écrit un ouvrage qui s'appelle le guide ABC, amélioration des bâtiments collectifs. Donc on peut aller jusqu'à Z comme ça. Ça sera peut-être sans moi, la lettre Z, mais avec nos enfants et pour nos enfants sûrement. Donc là-dedans, vous trouverez ce qu'on vous a présenté, le sujet de la copropriété, le sujet aussi des interventions par étapes et ainsi de suite, des travaux par étapes et non obligatoirement globaux. Enfin voilà, plein de choses intéressantes de création de logements. Voilà, mais merci. Je suis là pour dédicacer si jamais vous êtes intéressé. Et l'éditeur est là. Je sais, c'est combien le tarif? Je te laisse parler. L'ouvrage est vendu ici, là, à 39 €. Enfin, moi, l'éditeur est là, il peut vous en commenter. Voilà. Et donc, si ça vous intéresse, la dédicace est là. Voilà, merci.